Dis-moi comment tu consommes et comment tu jettes et je te dirai comment tu te sens. Isabelle Poitou, bonjour. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui sur le plateau de On en parle, ce format où on a envie de vous laisser le temps de nous expliquer, de converser pour qu'ensemble, on puisse mieux comprendre les enjeux qui sont liés. Aujourd'hui, on va parler de la mer et des déchets, mais pas que. Isabelle, en un mot, ou deux, ou trois, ou quatre, ou 10, est-ce que tu peux te présenter ta vie, ton œuvre? Issue d'une famille de marins, j'ai grandi à Paris, banlieue parisienne, et ensuite beaucoup en Bretagne, ce qui m'a donné l'amour de la mer, de l'océan et sa beauté. J'ai fait des études de biologie marine et je suis arrivée à Marseille en 1990 pour faire des études sur la mer, être plus proche de la mer. Et en cours de recherche, j'étais en DEA, je travaillais sur la Girelle dans le nord de la Hollande, parce que je faisais un stage à Groningen en Hollande. Et là, je comprends que je ne veux pas faire de biologie sur le vivant, je ne veux pas me servir du vivant pour le comprendre et l'analyser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les systèmes humains qui produisent des effets néfastes, négatifs sur les écosystèmes. Et, toutes ces pollutions qui entraînent des conséquences dramatiques sur la faune et la flore et les écosystèmes, et notamment marins, c'est lui qui me touchait le plus. Et j'ai décidé d'intégrer un institut de recherche qui s'appelait l'Institut d'urbanisme et d'aménagement et d'urbanisme à Aix-en-Provence pour me réorienter vers les sciences sociales et l'analyse des politiques publiques pour rentrer dans le système et mieux le comprendre et le modifier de l'intérieur. Et finalement, je me suis dit que c'était nos écosystèmes. Je suis écologue et c'est nos écosystèmes humains qui sont les plus intéressants pour moi à mieux comprendre pour mieux identifier les dysfonctionnements. Donc j'ai créé l'association Mer-Terre en cours de travaux de recherche. J'avais, en intégrant cet institut d'aménagement régional et d'urbanisme à Aix-en-Provence, j'ai compris que je voulais faire de la recherche, j'ai compris que je voulais creuser ce sujet de la société qui produit des effets néfastes sur notre environnement et comment la modifier. Et j'ai choisi ce sujet des déchets en milieu marin parce que je vivais à Marseille, juste à côté du Vieux-Port, au Panier, l'un des endroits où la civilisation occidentale s'est implantée et a bien commencé à émerger, à se développer. Et ce vieux port est un petit peu malheureusement victime d'arrivage de déchets par les courants, des déchets flottants. Et je faisais des footings à l'époque, j'étais assez sportive. Et il y avait des déchets qui étaient, depuis 5 ans que je vivais à Marseille, qui étaient toujours au même endroit. Et je passais à la corniche, je regardais et je voyais des déchets toujours au même endroit, des restes d'ordinateurs. Et c'était une zone d'échouage par Mistral. Et je me suis dit, mais au fait, est-ce que ça pollue? Et quand on faisait de la biologie marine, c'était un sujet inexistant. Il n'était jamais abordé. On parle de pollution chimique, de métaux lourds, de coliformes, enfin de pollution organique, mais jamais d'objets solides et visibles. Les objets solides et visibles, ils font partie du décor, mais ce n'est pas un sujet. Et finalement, je me suis penchée sur ce sujet et mon directeur de l'IAR et de thèse ensuite m'a dit, mais foncez, c'est un sujet orphelin. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai créé l'association Mer-Terre en cours de route en réalisant qu'il n'existait pas en France d'organismes spécialisés pour organiser et penser la lutte contre ces déchets abandonnés diffus qui viennent polluer les milieux récepteurs finaux que sont les milieux marins. Oui, alors parce que l'association Mer-Terre, tu vas nous la présenter, mais vous avez quand même cette caractéristique qui est de caractériser justement les déchets. Donc vous avez une approche assez particulière. Vous rassemblez aussi beaucoup d'acteurs, je crois. Quelle est la vocation de cette association que tu présides? Alors le souhait, c'est de révéler, c'est de donner conscience en observant par les faits objectifs. Nous mesurons pour donner à connaître rationnellement, objectivement, le fruit de comportements et de systèmes humains. Les déchets sont l'envers d'un système actif, dynamique, de production d'objets utiles ou moins utiles, de consommation courante.
Le milieu marin est le récepteur de ces objets par des transferts via les réseaux pluviaux, voire le vent, ou ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tous les cas, la mer est le récepteur final de ces objets. Donc en les mesurant, nous montrons le lien direct en analysant le contexte qui explique la raison de la présence de ces objets à cet endroit-là. Nous comprenons mieux le lien existant entre la rue, la ville, le comportement des gens individuels, les entreprises et les services publics, et le milieu naturel. C'est-à-dire que nous sommes responsables de l'état dans lequel se trouve l'environnement récepteur et naturel adjacent, dans lequel nous vivons. Et donc les déchets, en les mesurant, nous permettent de montrer quelle orientation économique, de développement économique, quels choix de consommation sont faits par les gens et qu'est-ce qu'il serait à modifier afin de diminuer les impacts négatifs de nos comportements, des comportements des individus qui composent nos écosystèmes. Alors, vous travaillez avec des partenaires qui collectent ces déchets, vous les mesurez, vous les caractérisez, vous en tirez des conclusions, des plans d'action, vous partagez avec des politiques publiques. Enfin, comment vous travaillez, jusqu'où vous allez? Alors, du fait de mon parcours scientifique, mon travail dans un premier temps a été de définir des méthodes de mesure. On ne mesure pas de la même manière des concentrations de molécules chimiques dans un volume d'eau ou d'air que des objets hétérogènes, disparates, sur des milieux très différents. Une plage, un cours d'eau. Voilà. Donc le premier des travaux a été de définir des méthodes standardisées de mesure, de partager ces méthodes. Il y a énormément d'associations, de clubs sportifs, de sociétés nautiques, qui font leur nettoyage de printemps. Ça fait des années que des associations des usagers du littoral font leur nettoyage de printemps. L'idée, c'était de les rassembler et de faire en sorte que non seulement ils nettoient, mais qu'ils aient conscience de mener une action qui est rare, nécessaire et utile au système, mais en plus qui nous permet d'acquérir une connaissance que personne n'a. Les scientifiques ne font pas de mesures ou très rares, ça coûterait énormément d'argent. Enfin, c'était optimiser de la connaissance potentielle, existante. Donc, mon travail était de définir des méthodologies, de contacter. J'ai intégré Calanque Propre en 2005. Et ensuite, en 2008, j'ai été un peu désignée d'office pour coordonner l'ensemble de cette opération. Et donc, j'ai invité ceux que je rencontrais, parce que c'était mon métier. Je rencontrais plein d'associations et d'organisations au fur et à mesure de mes avancées. Et donc l'idée, à chaque fois, c'était de dire à ces associations, c'est formidable, c'est super, mais si en plus vous pouviez mesurer, ce serait génial, parce que avec l'analyse de ces déchets, plutôt que de continuer à mesurer indéfiniment, peut-être qu'on arriverait à couper les robinets à la source. J'ai rencontré Surfrider Foundation Europe, je leur ai dit c'est super les initiatives Océane, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais ce serait super si vous mesuriez aussi. Et donc j'ai un peu initié, diffusé cette idée de mesurer. Donc on a créé pour cela un outil de bancarisation informatique. L'idée, c'était d'utiliser la technologie, les avancées technologiques actuelles, qui sont formidables, les logiciels, les outils informatiques, et de centraliser, bancariser ces connaissances dans une base de données commune. Et là, ça a été un travail. J'ai pris mon bateau de pèlerin, je suis allée voir. À l'époque, c'était éco-emballage, ils m'ont renvoyé dans mes plates-bandes en me rigolant un peu au nez, en me disant les associations. Oui, c'est ça. On ne travaille pas avec les associations. Il n'y a pas de légitimité. Puis en plus, vous dites qu'il faut boire de l'eau du robinet. Ça ne fait pas du tout notre business. Parce qu'à l'époque, c'était très clair. Plus on fabrique. Et puis, c'est un petit peu ambigu, ce système. Hein. Quand tu dis à l'époque, c'était il y a 20 ans. C'était en 2006. 2006. En 2006, j'ai l'idée de créer un observatoire des déchets en milieu aquatique. À l'époque, je l'appelle l'ODEMA. Je commençais à avoir des méthodes standardisées. Et en 2008, arrive une directive européenne stratégie pour le milieu marin qui propose une méthode standardisée, scientifique, de caractérisation des déchets. Du coup, j'ai utilisé cette méthode et je l'ai, qui peut le plus, peut le moins. Mon idée, c'était, OK,
On va utiliser cette méthode pour mesurer les déchets dans des zones indicatrices sur lesquelles on va pouvoir aller, on va maîtriser parce qu'on est entre associations qui nous formons mutuellement et là on maîtrise bien et on sait qu'on est dans un cadre de protocole, de mise en œuvre de protocoles maîtrisés. Donc là j'ai défini 3 niveaux inférieurs de précision qui correspondent finalement à la plupart des types de contextes dans lesquels on peut se trouver. Et finalement, quand on fait une cartographie de tout ça et qu'on exploite l'ensemble de ces données, on va avoir une information un peu générale, mais on peut avoir des données très fréquentes, moins précises sur un lieu. Quand on corrèle à la météo, on comprend, tiens, il a plu, on a un pic de mégots, d'emballage de friandises, ou bien on est à côté d'une entreprise qui a laissé par mégarde échapper quelques objets, on s'est marqué, voilà. On va jusqu'à la marque d'ailleurs. D'accord. Et donc, quand on corrèle au contexte météo ou l'année, c'est sûr que l'été, les plages sont pleines de gens, on va avoir des déchets abandonnés. L'hiver, il y a moins de monde sur la plage, on a des déchets échoués qui viennent des tempêtes, et donc c'est le lessivage du bassin versant, un coup de Mistral après. Donc en fait, on fait de l'ethnologie, enfin de l'anthropologie, on va essayer de comprendre quelle est la source et l'origine. Donc géographique, on va avoir des flux de déchets, donc on comprend les zones sources de déchets, les comportements humains à la source de ces déchets, et avec les marques, donc on peut travailler avec les collectivités territoriales, les acteurs locaux, on crée des plans d'action. Voilà, c'est ça. Hein. Avec, très concrètement, vous créez ça. Des plans d'action. Avec très les locaux. Les collectivités territoriales sont à l'écoute, sensibles. Alors, il y a une évolution de la réglementation. Tout ça, ça a été un chemin qui s'est fait en parallèle, c'est-à-dire que, vous savez, il y a plusieurs couches dans la société, dans le système. Et le plus complexe dans tout ça, c'est de réussir à faire avancer l'ensemble des couches ensemble. Ouais. Et je pense que le sujet était mûr. Parce que les scientifiques ont commencé à éveiller et à alerter dans les années 90. Moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet en 94. François Galgani est l'un des pionniers en France qui travaille à l'IFREMER et qui est directeur président de groupes de recherche européens sur la thématique, a lancé une alerte aux médias en 1998. À ce moment-là, il y a commencé à y avoir un intérêt sur le sujet, et puis on a eu des moments clés qui ont été 2008, la directive européenne stratégie pour le milieu marin, qui met dans un agenda politique pour la première fois le mot déchets marins en tant que indicateur de l'état écologique des eaux. Donc si on a des déchets, l'état écologique n'est pas atteint, il faut définir un seuil et les États membres européens doivent observer une diminution de ces objets dans le milieu marin. Mais comment mesurer cette diminution? Donc là, à ce moment-là, la France était présidente de la Commission européenne au moment de la sortie de cette directive européenne et de la nécessité de créer un grand colloque européen de scientifiques qui réfléchissent ensemble pour définir les méthodes de mesure pour décrire le bon état écologique des eaux. Donc il y avait 11 descripteurs, il y a 11 descripteurs, toujours 11 descripteurs. Le descripteur 10, ce sont les déchets marins. Et à ce moment-là, j'ai fait partie, j'ai été invitée par l'État, parce que je commençais à être identifiée comme spécialiste, en tous les cas passionnée et pugnace sur ce sujet. J'ai dû faire effet, puisque je me suis retrouvée à être la personne qui a lancé le débat sur la méthode de mesure des indicateurs sur les déchets échoués sur les plages. Et ensuite, j'ai intégré le groupe de travail européen pour définir ensemble la méthode finale de mesure des déchets marins, donc sur les plages, flottants, sur les fonds marins, également ingérés par les espèces indicatrices. Et on a également les microparticules de plastique. Nous, chez Merter, on est spécialiste des macrodéchets, donc les déchets solides et visibles à l'œil nu. Ça veut dire donc que ça fait une quinzaine d'années que tu as mis en place des outils, des méthodes pour qu'on puisse avoir des indicateurs sur ce que sont ces déchets, leur quantité. C'est ça. Donc vous avez 15 ans de recul, on peut dire, aujourd'hui chez Merter. Oui. Et finalement, tout ça, ça a été, comme je vous le disais, ça a été un processus
progressif, c'est un chemin où l'ensemble du système a commencé à jouer sa partition. Et quand on fait une analyse des politiques publiques, on se rend compte qu'il y a vraiment un grand nombre d'acteurs. Et pour que ça fonctionne, il y a la connaissance, c'est la base. C'est à partir de la connaissance qu'on peut définir les moyens adaptés à la hauteur, en ampleur, en quantité, des moyens humains et financiers, techniques, face à la compréhension et la connaissance que l'on a du sujet. Donc ça a été la connaissance, il y a la réglementation. Les lois, les textes de loi sont essentiels, indispensables pour faire bouger le système qui s'autorise à ce moment-là et qui a le droit et qui peut. Parce que si vous allez voir un système, des organes, des individus responsables dans des institutions politiques, ils vont vous dire oui, j'ai bien entendu, j'ai bien compris, je suis conscient aussi du problème, sauf que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de case, je n'ai pas le droit d'aller chercher, je n'ai pas de ligne budgétaire pour ça. Et ça a été le cas pendant longtemps. L'agence de l'eau me disait, nous, on ne peut pas travailler sur ça parce que nous ne travaillons pas sur les déchets. C'est l'ADEME, allez voir l'ADEME. J'allais voir l'ADEME, mais l'ADEME me disait, mais nous ne travaillons pas sur l'eau. Alors les déchets dans l'eau, il n'y avait personne. Mais c'est vraiment cette absurdité-là et c'est les effets pervers d'un système qui est sinon très bien. C'est-à-dire que quand on a les moyens, c'est extraordinaire la capacité, la vivacité et la dynamique qui peut être mise en œuvre. C'est extrêmement puissant. Mais il y a tout et son contraire, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et le diable se cache dans les détails. Mais c'est en même temps, voilà, une fois qu'on a pris conscience de cela, on met de la lumière sur tout ça. Et donc, ok, la première des choses, c'était révéler les déchets, voilà, les montrer. Donc, à partir de ces données quantitatives et qualitatives, l'Europe a eu connaissance des typologies de déchets. Parce que les associations, parce que les scientifiques ont fait remonter des informations qui montrait la majorité, la plus grande part de ces déchets présents dans les milieux marins sont issus de l'agroalimentaire, les emballages alimentaires, les emballages de boissons. C'est le fruit de notre style de vie, de consommation nomade, de grands déplacements. Nous bougeons beaucoup et nous aimons, et nous sommes dans un système socio-économique qui croit qui se déploie, qui doit développer, qui doit gagner beaucoup d'argent. Donc, on incite beaucoup à surconsommer. Et les cibles sont les enfants et les addictions. C'est-à-dire qu'on encourage l'addiction pour encourager la consommation. Et donc, on sait bien que le sucre, le tabac et l'alcool sont formidables pour le système socio-économique qui fait de l'argent sur ces produits-là. Et donc, c'est encouragé. Et les objets que nous trouvons, en majorité, sont le fruit de consommation de nourriture sucrée, salée, tabac, alcool, festive. Et bon, tout ça, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est très bien de faire la fête, de s'amuser, tout ça. Mais ensuite, c'est attention, qu'est-ce que je fais après de mes objets ? Et donc, ça interroge beaucoup sur nos comportements. Donc, une fois que l'identification de ces types d'objets a été réalisée, il y a eu une directive européenne qui est encore sortie en 2019, c'était Single Use Plastic sur les plastiques à usage unique, parce qu'on trouvait donc des emballages jetables, c'est à usage unique la plupart du temps, des cotons-tiges, des pailles, des lingettes, il y a des chewing-gums aussi, et il y a donc des directives, une directive qui a étendu la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que les industriels, producteurs, importateurs et distributeurs sont responsables non seulement de la collecte et du traitement des déchets d'emballage issus de leurs produits, mais aussi de la collecte des déchets abandonnés diffus qui sont sortis du circuit contrôlé. Et jusque-là, tu veux dire que les fabricants aujourd'hui ont la responsabilité de leurs déchets, c'est ça. Jusqu'à ceux que tu jusqu'aux déchets abandonnés diffus. Okay. En 1994, c'était la directive déchets qui avait été traduite, et donc c'était la collecte, la mise en œuvre de la collecte et du tri, du traitement des déchets. Les industriels, pour financer cette politique publique, parce que les déchets, en fait, jusqu'en 1975, il n'y avait pas de loi.
Il y a une histoire des déchets. C'est vrai qu'il y a 200 ans, déjà, on était moins d'1 milliard. Il y a 80 ans, le plastique n'existait pas. En 80, en 60 ans, on a produit plus de, je sais plus, je crois que c'est 8000 milliards de plastique. De tonnes de plastique. De tonnes de plastique qui ne sont pas biodégradables, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont fabriqués pour être durables. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet aussi, j'allais voir les scientifiques, les spécialistes de la durabilité des objets pour savoir, parce que je voyais des temps de vie dans l'environnement, 600 ans, 800 ans. Je me dis, mais c'est basé sur quoi? Et en fait, c'était au pifo complet. Je vais voir l'Ifremer, je leur demande, est-ce que vous avez étudié la durabilité, la durée de vie de ces objets dans l'environnement? Ils nous disent, mais nous, on veut que ça dure. Nous, tous ces objets sont fabriqués pour durer, pour ne pas être putrescibles, imputrescibles, non biodégradables. C'est-à-dire que le vivant est impuissant à couper les enzymes des estomacs, la faune qui ingère, nous compris, ces matériaux, et sont impuissants à couper en petits morceaux les molécules complexes, sont des polycarbonés. Donc cette typologie des objets fait le dégât dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire que nous avons produit des choses que la nature est impuissante à dégrader. C'est ce qui aussi est intéressant d'un point de vue symbolique, ethnologique, anthropologique, c'est que quand on étudie le milieu marin, qui est la source de la vie sur cette planète, il y a un des livres qui m'a inspiré beaucoup, c'est Alain Corbin, un sociologue qui a écrit un livre sur le territoire de vie, le désir de rivage, de 1750 à 1840, et qui décrit comment la société occidentale, qui tournait le dos à la mer en une centaine d'années, a retourné et a découvert les propriétés du milieu marin et de très nombreuses raisons a compris l'intérêt qu'il y avait dans le milieu marin. Donc c'est la balnéothérapie, c'est le côté sanitaire, c'est la biodiversité, l'idée du temps infini, la notion de temps géologique est née en regardant le bruit incessant des vagues, c'est-à-dire que l'océan était bien là avant nous, il arrivera après. Bon bref, tout ça pour dire qu'on a là l'origine de la vie. Le symbole de cela, c'était le scarabée coprophage Khépri, le dieu Khépri des Égyptiens. C'est le scarabée qui roule son rouleau de fécesse dans lequel il va pondre, et ses enfants, ses bébés, grandissent et se nourrissent de ces déchets. C'est le circuit incessant aussi, c'est le symbole du soleil qui se lève et tous les jours, voilà. Mais là, on a perdu complètement le sens de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, il est impossible de se nourrir de nos déchets. Alors, si, le compost. Oui. Le compost, le principe du compost, c'est cela. Mais du coup, nos objets non biodégradables, si, c'est du pétrole. Et le pétrole, au départ, c'est biodégradable. C'est ça qui est extraordinaire, c'est fascinant. C'est-à-dire que la nature a créé des centres d'enfouissement naturel. Mais elle est extraordinaire, mais merci, c'est waouh. Elle a créé des centres de concentration d'énergie en barre. Nous, espèces humaines, on vient chercher ce pétrole, c'est une énergie du soleil concentrée. Avec ça, on fait du plastique. Et on ne fait pas que du plastique, en 200 ans, on s'est développé extraordinairement grâce à cette énergie concentrée. Tout ça, c'est de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie, grâce à cette énergie-là, on s'est développé. Et on a choisi des orientations. L'argent est une orientation qu'on donne au système de se développer, et avec un choix conscient ou plus ou moins conscient. Si c'est guidé par l'argent, l'intérêt économique, le profit, on enlève la conscience et on va produire des objets qui peuvent être néfastes pour notre santé, pour notre environnement, mais surtout on n'y pense pas. Moi, mon intérêt, c'est de gagner de l'argent et de gagner ma vie. Donc je produis des objets.
nous, en mesurant ces fruits d'un système, nous comprenons certaines orientations du système qui ont des conséquences dramatiques sur l'ensemble du système et même qui remettent en question sa survie. Nous avons le choix. Quelle direction souhaitons-nous prendre? Continuons-nous dans cette direction qui, visiblement, si on réfléchit 2 minutes, il ne faut pas sortir de l'ENA pour se rendre compte qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied et de s'autodétruire? Ou est-ce qu'on ne révise pas un petit peu, on met un petit peu de conscience, de bon sens et de bien-être? Ma richesse aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas d'avoir une relation de qualité avec vous, avec mon environnement, avec moi-même? Mais finalement, ça a quel prix, ça? Ça n'a pas de prix. Alors, je voulais revenir avec toi, Isabelle, sur cette question de la responsabilité des producteurs, des fabricants de ces emballages plastiques. Simplement, concrètement, aujourd'hui, cette responsabilité, est-ce qu'elle les amène à agir? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Alors, leur responsabilité, donc ce qui a commencé en 1994, c'était, comme ils mettent sur le marché des produits, ils ont la responsabilité, ce qui est logique, de gérer les déchets issus de ce qu'ils mettent sur le marché. Ils vont aider les collectivités territoriales via des éco-organismes agréés par l'État. Donc, à l'époque, ils s'appelaient éco-emballage, Paprec, et on en a plusieurs, hein, pour les médicaments aussi, pour les pneus, tout ça. Aujourd'hui, pour les emballages, le principal s'appelle Citeo. Il y a une fusion entre ceux du papier et les emballages plastiques. Et Citeo, entre autres, ont aujourd'hui la responsabilité, depuis cette directive Single Use Plastic, déchets plastique à usage unique, ont la responsabilité non seulement de traiter, de recycler, de valoriser ces déchets d'emballage et de plastique à usage unique, mais aussi d'aller chercher et d'aider les collectivités à collecter, à ramasser, à sensibiliser sur la question de ces déchets abandonnés diffus dans l'environnement et qui aboutissent en mer. C'est vrai que l'habitude a été prise parce que la conscience n'était pas là, parce que les scientifiques ne se sont pas non plus intéressés à ce sujet, parce qu'ils ne savaient pas mesurer, ils ne se sont jamais interrogés là-dessus. C'est vrai que c'était normal de jeter son mégot par terre. Son mégot, on le met dans le sable. Mais personne ne disait rien. C'était normal. Normal. Je jette mon mégot par terre, je l'écrase du bout du pied. Personne ne disait rien jusque-là. Là, il y a une prise de conscience. Donc même, on voit des mamans qui vont montrer à leurs enfants, où on voyait les services techniques qui utilisent la bouche d'égout pour se débarrasser des objets. C'est bien pratique. Et puis on laisse le système magique en dessous, je ne sais pas, et peut-être... Comment ça marche une ville? Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend forcément à l'école. Et les services, et les responsables des services n'avaient pas non plus d'obligation quelconque. Les services des collectivités territoriales, quand vous les interrogez sur l'entretien des cours d'eau, eux vous disent, nous, notre mission et dans le cahier des charges, notre prestation, c'est de laisser le libre écoulement de l'eau. Ce n'est pas de nettoyer le cours d'eau. Moi, je ne suis pas payée pour ça. Mais je dois garantir le bon écoulement de l'eau. Et puis surtout, éviter quelconque risque d'inondation. Il y a plein de déchets au milieu de tout ça, mais je n'ai pas les moyens de les traiter. Donc, vu que finalement, grâce aux mesures que nous avons faites, non seulement nous, mais les scientifiques aussi et toutes ces associations, prise de conscience, mais ces objets existent. Comment allons-nous faire? Et il faut trouver un fonds macro-déchets. À l'époque, il y avait le Grenelle de l'environnement, il y a eu le Grenelle de la mer. On a eu des ateliers déchets marins. Et il y a eu un atelier fonds macro-déchets. Déchets solides et visibles à l'œil nu. Et avec les personnes qui dirigeaient ces ateliers, nous avons réfléchi. Et c'était le sujet, c'est comment trouver. Donc, vous avez une politique publique, il faut mesurer, il faut de la réglementation. Une fois qu'on a la réglementation, il faut les moyens financiers. Et donc, comment on trouve les moyens? Eh bien là, c'était de faire payer les industriels en étant la responsabilité élargie du producteur à la collecte, l'identification, les diagnostics, le préventif et le curatif. Donc la collecte, mais aussi la prévention, la sensibilisation, l'éducation, la formation, afin de traiter se saisir d'avoir les moyens de se saisir de ce sujet. Et ça se passe au niveau local.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces industriels sont suffisamment taxés, je ne sais pas si on appelle ça une taxe, pour répondre aux besoins de traitement de ces déchets? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour mener à bien cette mission? Alors, en fait, j'ai des émotions qui montent parce que, en fait, il y a une rage. J'ai une espèce de rage et de frustration et d'impuissance et d'impatience, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai interrogé Ecoemballage, j'ai interrogé les agences de l'eau, j'ai interrogé l'ADEME, j'ai interrogé l'État, et je me disais, mais comment se fait-il que le système n'a pas pris en compte ce problème-là? Il nous saute à la figure quand même, c'est incroyable. Et oui, ça pollue pas, oui, si ça polluait, ça se saurait. J'ai tout entendu. Ça a mis vachement de temps. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a la réglementation, maintenant que ça y est, il y a les moyens, ok, mais comment on décide de qui paye comment et quoi? Ben, il faut des données. Comment est-ce que je peux dire qu'un tel va payer plus qu'un tel? À partir de quelle information? Du on-dit, du bruit de couloir, ah oui, mais ça j'ai vu, ils sont beaucoup plus. Non, il faut des données objectives. Sauf que comme le système avant cela n'avait pas compris que c'était un problème, je veux dire, il n'a pas anticipé, il n'a pas créé un système de mesure, sauf Merter. Moi, en 2016, j'arrive à mobiliser, j'ai convaincu, c'était Ségolène Royal à l'époque, elle est venue à Marseille, et puis c'est tous les services, les chargés de mission de service du ministère de la Transition écologique, responsables de l'application de la directive européenne stratégie pour le milieu marin. Ce sont des personnes extrêmement convaincues, mobilisées, compétentes, avec lesquelles on a beaucoup travaillé. Et l'idée, c'était de créer un cadre favorable à la mise en place en France d'un centre de mesure et d'observation de ces déchets en milieu aquatique. Mais il fallait l'appui politique, il fallait les financements. Moi, c'est pas un business. Je veux dire, comment voulez-vous que j'arrive à créer une espèce de modèle économique pour aller financer de la mesure sur des déchets abandonnés diffus? Ça emmerde. Pardon de le dire, mais vraiment, c'est la personne veut s'occuper de ça. Et du coup, avec les associations, en 2016, on a créé les premières rencontres nationales des collecteurs de déchets sauvages. C'était l'ADEME qui avait financé à l'époque Denis Blot, qui est un sociologue. On a organisé les premières rencontres à Vimille-Vimereux. Et il étudiait ces collecteurs de déchets sauvages sur les plages. On dit, mais quels sont ces êtres étranges qui, le week-end, prennent du temps pour aller ramasser des déchets? Bon sang. Et il nous a fait nous rencontrer. Et là, moi, j'ai essayé d'insuffler l'idée, regardez à quel point nous sommes complémentaires en tant qu'acteurs mobilisés, investis depuis plusieurs années, devenant experts pour aider un système politique qui intègre progressivement cette thématique. Soyons intelligents, travaillons ensemble, aidons-les. Et nous sommes complémentaires, puisqu'il y a une directive européenne qui demande à mesurer aujourd'hui ces déchets. Il y a un programme de mesure et de surveillance qui s'est mis en place. On a créé un réseau d'associations qui contribuent, qui sont formées et qui contribuent à la mesure, donc non seulement des associations, mais aussi des gestionnaires d'espaces naturels. Nous pouvons apporter de la donnée, nous pouvons apporter de la connaissance. Et donc, progressivement, avec l'État, des groupes de réflexion ont été menés et il y avait cet atelier fonds macro-déchets. Et c'est grâce à cela que l'idée d'aller étendre la responsabilité élargie du producteur vers les industriels pour aller financer est arrivée. Donc ça a été appliqué, mais ça met du temps. Aujourd'hui, l'association Merter est sollicitée donc nous sommes financés par le ministère de la Transition écologique. Nous avons créé une plateforme de sciences collaboratives avec le partenariat technique et d'expertise de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle. Donc cette plateforme est pensée, co-conçue en écoutant les besoins des associations, des acteurs de terrain, des collectivités territoriales, du ministère, de l'État, des industriels. On a vraiment réfléchi avec les scientifiques pour créer un dispositif qui corresponde, qui soit en phase avec l'ensemble de socio-écosystèmes qui essayent de se saisir de ce sujet, qui est un outil au service d'une communauté d'acteurs. Cette plateforme, elle s'appelle ? Elle s'appelle Zéro déchet sauvage.
Elle s'appelle Zéro déchet sauvage et elle a été initiée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur grâce au soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été pilote. Au niveau méditerranéen, on a créé une sorte de marque Remède zéro plastique pour réseau méditerranéen zéro plastique parce que nous souhaitons embarquer avec nous les acteurs du monde méditerranéen. Il y a des conventions des régions du monde et donc on a une convention, la convention de Barcelone aussi pour le pourtour méditerranéen et le mot Méditerranée était très important. Donc, pour le pourtour méditerranéen et pour la partie française méditerranéenne, donc nous sommes en train de fédérer les acteurs sur la partie française méditerranéenne avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie et la Corse. Si on parlait un peu de nous tout à chacun, de cette conscience qu'on évoquait quand tu es arrivé là ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire de manière individuelle à notre échelle et comment le faire? L'une des clés du changement, c'est le partage d'une vision commune portée haut et fort par des politiques, par des services publics qui sont en phase cohérent avec le discours politique, par des comportements des individus que représente la collectivité qui soient cohérents avec le discours politique. À ce moment-là, l'individu n'est pas dissonant intérieurement en se disant « Ah oui, d'un côté, j'ai une injonction contradictoire. On va me dire « Attention, jette pas ton déchet là, trie tes déchets à 7 heures du soir, il faut les descendre, sinon ça ne marche pas. Et à côté de cela, j'ai pas de poubelle où il y a des poubelles qui débordent, où il y a des grèves. » Donc, cette dissonance-là fait que le socio-écosystème est pas harmonieux. Moi, je fais de l'écologie. L'écologie, c'est chaque individu, un écosystème, c'est chaque individu d'une espèce qui est en relation entre eux. Les individus sont en relation entre eux. Mais d'abord, l'individu est en relation avec lui-même. Comment est-il en relation avec lui-même? Est-ce qu'il est harmonieux? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est bien dans sa peau? Est-ce qu'il est bien dans sa vie, dans sa ville, Voilà. Comment je me sens? Comment je suis avec les autres? Et du coup, ça fait la qualité de comment je me comporte dans mon environnement. C'est-à-dire que, dis-moi comment tu jettes, dis-moi comment tu consommes et comment tu jettes, et je te dirai comment tu te sens. Et on voit au fruit de ce que nous regardons qu'il y a quand même il y a de quoi s'inquiéter sur la santé morale et mentale des individus de notre société. C'est le premier des points. Donc ça, c'est l'individu qui est dans un écosystème sociétal, d'organisation urbaine, qui va devoir être en harmonie et cohérent avec le discours politique, ça c'est très très important. Et il y a l'ensemble du système, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu comme des fractales, enfin, c'est que ce qui se passe à petite échelle, ça se reproduit à grande échelle, et ça fait un écosystème et une planète qui va bien. On voit quelque part que c'est comme si il y avait deux grands axes, il y a je n'ai en conscience que je gagne de l'argent, j'ai du profit, je suis dans un déni de ce que je ressens, surtout je n'écoute pas. Je ferme toutes les écoutilles parce que sinon c'est trop difficile à supporter. Et puis comment je vais continuer à me regarder dans la glace alors que mon boulot c'est de fabriquer du glyphosate ou je ne vais pas citer d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Voilà. Donc forcément, je ferme les écoutilles. Et je vais croire à mon discours et je vais l'encourager et je vais y croire très, très, très fort. Donc forcément, je vais avoir un dysfonctionnement intérieur. Et je sens beaucoup de souffrance. Je vois beaucoup de détresse. Je vois beaucoup de manque de reconnaissance, de besoins essentiels à la vie qui ne sont pas respectés. Nous, espèces humaines, nous sommes une espèce extrêmement sensible. Et finalement, on essaye de mettre un chapeau sur cette sensibilité et devenir de moins en moins sensible, sauf que c'est pas facile. C'est irrationnel de croire qu'on peut être rationnel. L'espèce humaine n'est pas rationnelle, elle est gouvernée par ses émotions extrêmement puissantes.
Et elle a un besoin d'être, nous, en tant qu'individus, moi, j'ai besoin, la première, d'être reconnue, d'être valorisée, d'être entendue quand je parle, de me dire, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de rêver, d'espérer, de créer, d'influer. Mais chacun d'entre nous a besoin de cela. À l'école, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la singularité, on éteint la biodiversité. Un écosystème, il est riche grâce à la biodiversité. Et on éteint la biodiversité humaine, des singularités. Nous avons tous des talents, des dons. L'espèce humaine est merveilleuse, comme la planète, comme le vivant. Quand on regarde le vivant, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est un créateur. La vie est d'une créativité, d'une esthétique en plus, d'une beauté, mais c'est dingue. Et nous, on arrive, et donc il y a tout un courant qui éteint tout ça pour nourrir un système socio-économique où je garde l'argent, je dois gagner de l'argent, je reste dans la peur, l'angoisse, je dois nourrir mes enfants, j'ai peur, surtout je ne pense pas, et ce système entretient, je n'ai pas le temps de penser, parce que si je prends le temps de penser, je prends du recul. La crise du Covid a été extraordinaire pour ça, parce que ça nous a permis de... Quelque part, ces confinements, c'était un retour sur soi, et certains ont pris conscience de la place de la nature, du temps. Oh, j'ai du temps. J'ai du temps pour penser, j'ai du temps pour rêver, j'ai du temps pour perdre mon temps, pour réfléchir à ma vie. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont réorienté leur vie à ce moment-là. Et donc, c'est comment je me sens dans ma vie. Et le parc national des Calanques, j'en reviens au parc national des Calanques, c'était tout ça pour ça, c'est que pendant le confinement, et juste après le confinement, c'est-à-dire que pendant le confinement, des dauphins reviennent, des animaux reviennent dans le parc, c'était extraordinaire, des baleines, enfin voilà, on a vu la faune sauvage, elle est juste là, quoi. Et quand il y a eu des confinements, les restaurants et les bars, eux, étaient toujours fermés pendant 2-3 mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les grands distributeurs de consommation, de restauration rapide qui restaient ouverts. Eux étaient ouverts. Ben, les gens sont allés consommer, c'est-à-dire acheter ces produits-là. Ils sont allés où? Mais ils sont allés là où c'était sympa. Ils sont allés là où je peux enfin respirer. Et donc, pourquoi est-ce qu'on aime tant aller au bord de la mer ou en montagne ou en forêt? Parce que ça nous fait du bien, ça nous nourrit, on sent bien que ça nous fait du bien. Et donc, on en avait tellement besoin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le parc national s'est retrouvé avec des tonnes d'emballages de consommation nomade, de restauration rapide, de boissons, de fêtes. Alors, d'un côté, c'était génial parce qu'on revivait, et puis de l'autre côté, derrière, après moi, le déluge, pas de conscience, et donc on en fout partout. Bon. Et donc, c'est aussi ça qui a motivé le parc, et depuis aussi, il y a Calanques propre depuis de nombreuses années, donc il y avait aussi un cadre favorable, et donc on a créé un consortium, un groupe de travail. Et grâce à cet appel à manifestation d'intérêt, il y a eu des moyens aussi de la part du parc. Et Merter a été contributeur pour faire ce diagnostic et travailler avec les acteurs. Et on a écouté les besoins, écouté la vision de l'ensemble des acteurs, des grandes parties prenantes. C'était génial. Et donc on a fait un forum ouvert avec de l'intelligence collective. Tout le monde a envie de la même chose. On est tous différents, on a des angles différents. Il y a les industriels. Oui, qui tu avais autour de la table? Donc j'imagine les usagers. Il y avait les usagers. Donc il y avait en fait, on a des associations, des comités d'intérêt de quartier. Il y avait les représentants des usagers du parc. Il y avait les commerçants. Parce que les commerçants distribuent des produits qui sont ensuite abandonnés ou pas dans le parc. Donc usagers marins, terre et mer, les industriels, les producteurs, distributeurs majoritaires, donc on a Heineken, Haribo, Danone, voilà, on avait des entreprises qui ont joué le jeu, qui sont venues, des associations hyper militantes, des associations d'éducation, de sensibilisation. Tous ensemble, vous avez réfléchi, oui. Vous avez fait un état des lieux, ça oui. C'était Merter, j'imagine, mais vous avez écrit une feuille de route, oui. Un plan d'action? Oui, voilà. Cette feuille de route, aujourd'hui le parc national des Calanques
est en train de mettre en place un plan de lutte déchets abandonnés diffus. Mère-Terre continue à mesurer, donc on est dans le cadre, du coup nous on forme et on accompagne les associations. On a une campagne qui s'appelle Pirates du plastique. On forme les associations à la caractérisation, à la mesure. Toutes ces données sont centralisées dans la partie méditerranéenne, réseau méditerranéen zéro plastique. Nous accompagnons. Et là démarre la phase 2 donc, de ce grand plan de lutte déchets abandonnés diffus, où avec le parc, des actions concrètes vont être menées. On a le CPIE Côte-Provençale, donc l'atelier bleu qui travaille avec les commerçants, commerces engagés, qui sont des points relais de consommation responsable. Nous avons les entrées de parc, donc on a identifié des points d'arrêt. Il y a des grandes typologies de lieux. Les parkings sont des lieux extrêmement victimes. Enfin, ils reçoivent beaucoup de déchets. Donc il y a un plan d'aménagement de ces parkings avec des points de diffusion, de sensibilisation, de tri des déchets, de nettoyage régulier. Enfin voilà, il y a tout un programme qui est en train de se faire sur ces grandes typologies de lieux. On a donc des zones de fixation de la population. Les poubelles ont été retirées entièrement du parc avec une annonce à l'entrée en disant attention, vous entrez dans un espace naturel, les poubelles n'y sont plus, vous devez garder et ramener vos déchets. Eh bien, sur le Frioul, je suis allée très récemment. C'est fabuleux parce qu'il y avait des endroits où vous faisiez des photos avec le paysage extraordinaire, avec la poubelle qui débordait, les goélands qui venaient piocher là-dedans. Il n'y a plus de poubelle, il n'y a plus de déchets. C'est propre. J'ai jamais vu le Frioul aussi propre. Donc ça, c'est sur ce qui est possible de faire au niveau des apports locaux par les individus et donc, comme je vous le dis, les équipements, à quel point. Donc c'est une cohérence de discours à tous les niveaux. Hein. Mais ensuite, il y a les déchets qui viennent s'échouer. Là, on est l'automne, c'est l'automne, il pleut, il va pleuvoir beaucoup. Il est très fort probable que nous ayons des très grosses pluies qui sont très puissantes et qui vont pouvoir transporter des objets de plus en plus gros. Et donc, c'est le territoire des Calanques est victime de sa position géographique, hein, bordure d'une grande ville, qui reçoit à la fois les déchets du bassin versant marseillais et d'Aubagne. Enfin voilà, ça remonte, hein, l'Uvonne, hein, qui traverse un certain nombre de collectivités, de communes. Donc quand il y a du Mistral, ensuite, toute cette eau par vent d'est amène les déchets en mer, et très souvent, c'est fait comme ça, et donc la nature est quand même généreuse, elle est forte, elle est puissante, hein, et donc elle nous fait un travail de nettoyage. Une fois que ces déchets sont arrivés dans l'eau, on a un coup de Mistral, ça balaie la surface de l'eau, les plastiques souvent sont flottants, ils viennent ramener sur les plages des déchets, donc sur les plages du Parc national des Calanques, les déchets du bassin versant marseillais. Donc pour réduire ces apports de déchets, nous devons travailler avec la métropole, avec les agents techniques de la métropole, avec les services communication, formation, sensibilisation, avec les services éducation de toutes les communes. Donc on a tout un travail de sensibilisation, d'implication des acteurs le long de l'Uvonne, un programme qui s'appelle Adopte un spot, qui est un programme de sciences participatives pédagogiques, qui, pour redonner aux sciences leur titre de noblesse, oui, c'est nécessaire les sciences, oui, c'est important. La connaissance est à la base de l'information utile à la prise de conscience. C'est le premier maillon. Il y a l'émotion aussi, je comprends. Ça me génère une émotion de comprendre parce que ça crée quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est quand clair. On comprend. On se dit, vous voyez, ça s'éclaire, oui, ça met de la lumière. La conscience, c'est de la lumière. Ça éclaire les zones d'ombre. Et tout ça, c'est remettre de la lumière. Et c'est comme la connaissance de soi. C'est remettre de la lumière sur ces parts d'ombre. Et les déchets en milieu marin qui aboutissent sur le fond marin, c'est remettre de la lumière sur les parts d'ombre de la société. C'est tout ça, c'est la même chose. C'est je mets de la conscience.
cette information, je la transmets à l'ensemble. J'ai plein de vecteurs, les médias, l'éducation, les associations d'éducation à l'environnement, les films. Il y a plein de vecteurs possibles. Le bouche à oreille, les associations, les centres sociaux. Voilà, il faut rentrer par tous les moyens dans ce socio-écosystème pour que cette connaissance, cette information vienne éveiller les consciences. Isabelle, merci, c'était un super moment. Merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu veux un mot de conclusion? Merci à vous. Merci. Les médias jouent un rôle très très important justement quand on analyse ce jeu d'acteurs. On est à un tournant de l'humanité. On arrive à négocier le tournant où on se prend le mur. Et tous les acteurs sont importants. Chaque individu de cet écosystème est aussi important que l'autre. Chacun d'entre nous avons un rôle super important dans ce film, ce scénario, ce qui nous arrive. Cet éveil de conscience, il est primordial. Et oui, j'ai le pouvoir de changer les choses parce que la vie a une capacité de résilience, elle a une beauté, une créativité. Le vivant est plus fort, quoi qu'il arrive. Et donc c'est faire confiance au vivant, se faire confiance à l'humanité. Oui, on peut y arriver. J'en suis convaincue complètement. Quand je vois la beauté de l'espèce humaine, c'est extraordinaire. Mais pour cela, il faut que nous soyons nombreux. Et il faut réunir, réaccorder, rejouer ensemble. Jouer aussi, se réconcilier. C'est notre union, notre unité qui fera la puissance et la force du changement du système dans son ensemble. Arrêtons les distanciations. Là, ce qui est en train de se passer, c'est pour nourrir le système qui va vers le plus de profit, qui nous entraîne vers la mort. C'est-à-dire que les conflits actuels, c'est extrêmement dramatique. C'est comment nous, individuellement, le seul moyen que nous avons, c'est nous de nous réconcilier avec nous-mêmes et de me réconcilier avec l'autre. C'est comme ça que je vais contribuer à améliorer l'ensemble du socio-écosystème qui va changer comme ça, c'est comme une traînée de poudre, ça va s'étendre. C'est le seul pouvoir que nous avons, il est individuel et progressivement ça va s'étendre. Merci. Je te vois émue. Ouais, parce qu'en plus, ça fait écho à plein de choses qui me traversent très personnellement en ce moment. Oui, je te sens très touchée là.